Un héros brisé ou un imposteur? Plongez dans l'histoire scandaleuse qui a secoué la Nouvelle-Orléans. Tapez 1 en commentaire. Abonnez-vous si cette injustice vous révolte, ou laissez un like même si vous hésitez. Restez jusqu'au bout pour un rebondissement qui vous laissera bouche bée. Dans le quartier vibrant de Trémé, à la Nouvelle-Orléans, où les mélodies du jazz masquent les blessures d'une histoire tourmentée, Idriss Zeyn, un vétéran sans-abri d'origine africaine, s'asseyait chaque matin dans un coin du café Moonlie Refuge. Vêtu d'un manteau militaire usé, il serrait une tasse de café noir, ses yeux hantés scrutant les rues comme s'il cherchait une rédemption perdue. Mais dans ce refuge d'âme, sa peau sombre attirait des regards hostiles. Les passants le toisaient, les serveurs l'observaient avec méfiance, et certains clients chuchotaient comme si sa présence souillait leur sanctuaire. Idriss, pourtant, portait son manteau avec une fierté silencieuse, un vestige de sacrifice oublié. Ce jour-là, un vent mordant balayait les trottoirs, et une pancarte raciste, fraîchement placardée près du café, vomissait des insultes contre les étrangers. Ignorant la haine, Idriss commanda son café, mais un groupe de clients ricana, lançant des moqueries sur son déguisement de soldat. Leur mépris, comme un poison, attisa une fureur enfouie, un brasier nourri par des années de rejet. Il n'était pas un simple vagabond. Il était un héros trahi, et ce matin-là, une tempête couvait en lui. Une vieille musicienne de jazz, témoin de l'injustice, glissa à Idriss un regard de solidarité, un acte discret qui raviva une lueur d'espoir. Mais la rage grondait, prête à éclater face à l'oppression raciale. Cette histoire est un cri contre l'injustice, une ode à la dignité bafouée. Partagez ce récit si la colère vous étreint et découvrez comment Idriss a défié un système corrompu. Alors que l'aube peignait Trémé d'une lumière cuivrée, l'atmosphère feutrée du café Moonlie Refuge fut déchirée par l'entrée brutale de 2 officiers de police, Victor Kane et Liam Drake. Alertés par un appel anonyme dénonçant un individu noir suspect, ils pénétrèrent dans le café avec une assurance arrogante, leurs badges scintillant comme des armes. Victor Kane, un policier chevronné au regard glacial et à la démarche autoritaire, balaya la salle du regard et s'arrêta sur Idriss Zeyn. Assis dans son coin, enveloppé dans son manteau militaire râpé, Idriss sirotait son café, inconscient du danger imminent. Pour Kane, sa peau sombre et son apparence usée étaient des preuves irréfutables de culpabilité. « Regarde-moi ce type », marmonna-t-il à Liam, son partenaire plus jeune, dont les yeux trahissaient une hésitation. « Il porte un uniforme volé, j'en suis sûr. Ces gens-là adorent se faire passer pour des héros pour mendier. » Sans un mot de respect, Kane s'approcha de la table d'Idriss, ses bottes résonnant lourdement sur le parquet, attirant l'attention des clients. « Toi, le noir », lança-t-il d'une voix cinglante, chargée de mépris raciste, « où as-tu déniché cet uniforme? Tu crois qu'on va gober que t'es un soldat ?» Les mots, comme des coups, firent frémir l'assemblée. Les clients se turent, certains baissant les yeux, d'autres échangeant des murmures gênés. Idriss, le visage impassible mais les poings serrés sous la table, répondit avec un calme olympien, « Cet uniforme est à moi, j'ai servi. » Sa voix, grave et assurée, ne fit qu'attiser la fureur de Kane. « Servi » ricana-t-il, arrachant sauvagement le manteau des épaules d'Idriss, déchirant une couture dans un craquement sinistre. « Tu penses qu'un type comme toi peut être un héros américain? Montre-moi une preuve, ou je t'embarque pour usurpation. » Liam, visiblement mal à l'aise, tenta de temporiser. « Victor, peut-être qu'on devrait vérifier d'abord ?» Mais Kane l'interrompit, son visage rouge de colère. « Vérifier quoi? Ces gars-là m'entendent toujours. » Il saisit Idriss par le bras, le forçant à se lever avec une brutalité inutile, tandis que le café sombrait dans un silence étouffant. Une vieille femme, assise près de la fenêtre, murmura à sa voisine, « C'est une honte, il a l'air d'un homme brisé, pas d'un criminel. » Mais la peur figeait la foule, et personne n'osa intervenir. Idriss, humilié, sentait une rage incandescente monter en lui, non pas contre Kane seul, mais contre un système qui l'avait réduit à un stéréotype raciste. Il avait saigné pour l'Amérique, porté l'uniforme avec honneur, et pourtant, il était traité comme un paria à cause de sa peau. Un rebondissement dramatique ajouta une couche de tension à la scène. Une jeune serveuse, Nia, une Afro-américaine au regard déterminé, s'interposa soudainement, renversant un plateau dans un fracas. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-elle, sa voix tremblante de colère.
Cet homme est un client, pas un criminel. Son courage dans ce silence complice fit vaciller Kane un instant. Mais il se ressaisit, pointant un doigt menaçant. Tais-toi, ou je t'arrête pour obstruction. Nia, défiant son autorité, sortit son téléphone et commença à filmer, ses yeux lançant des éclairs. Le monde verra votre honte, lança-t-elle, sa voix résonnant comme un défi. Cette vidéo, capturant l'injustice brute, allait devenir virale, transformant l'incident en un symbole de lutte contre le racisme policier à la Nouvelle-Orléans. Alors que Kane traînait Idriss vers la sortie, les menottes prêtes à claquer, un client, un trompettiste de jazz nommé Ézéchiel, joua une note aiguë et déchirante sur son instrument, un cri de protestation qui électrisa la salle. Ce geste spontané galvanisa quelques clients qui murmurèrent de leur indignation. Idriss, malgré l'humiliation, garda la tête haute, son manteau déchiré pendant à son bras comme un étendard brisé. « Vous faites une erreur », murmura-t-il à Kane, ses yeux brûlants d'une colère contenue. « Vous ne savez pas qui je suis. » Kane éclata d'un rire moqueur. « Oh, je sais exactement qui tu es. Un vaurien qui se prend pour un héros. » Mais Idriss savait qu'une tempête approchait, portée par la vérité de son passé héroïque. La vidéo de Nia, déjà partagée sur les réseaux, attirait l'attention des médias locaux, et une foule commençait à se former dehors, leurs voix scandant des appels à la justice. Sous un ciel d'orage où les rues de Trémé vibraient encore des échos d'un jazz mélancolique, le café Moonlie Refuge devint le théâtre d'une injustice criante. Les clients, figés dans un silence pesant, assistaient à l'outrage. Victor Kane, officier de police au regard venimeux, traînait Idriss Zeyn vers la sortie, les menottes luisant comme une menace froide. Le manteau militaire d'Idriss, déchiré par la brutalité de Kane, pendait misérablement, symbole d'un honneur profané. Chaque pas résonnait comme un affront, chaque regard détournait une complicité dans l'inaction. Pourtant, au cœur de cette humiliation, Idriss gardait une dignité de fer, ses yeux sombres brûlant d'une rage contenue, prête à éclater. Kane, drapé dans son arrogance, crachait son venin raciste. « Tu crois qu'on va te laisser parader comme un héros? T'es juste un misérable qui joue la comédie. » Ces mots, comme des lames, lacéraient non seulement Idriss, mais l'espoir de tous ceux que l'on juge sur leur apparence. Dans un geste de mépris, Kane piétina le manteau déchu, écrasant le tissu comme on foule un déchet. Ce spectacle insupportable brisa le silence du café. Une jeune serveuse, Nia, déjà héroïque en filmant la scène, cria « Vous êtes une honte pour l'uniforme que vous portez !» Sa voix, vibrante de colère, électrisa la salle. Kane, furieux, s'avança vers elle, mais un trompettiste, Ézéchiel, lança une note stridente, un cri de révolte qui figea l'officier. Ce geste, amplifié par la foule naissante dehors, transforma l'incident en un symbole de résistance. Kane, refusant de plier, saisit Idriss par le col et le poussa vers la porte, les menottes claquant sur ses poignets avec une violence gratuite. Le métal mordit la peau d'Idriss, ravivant des souvenirs de champs de bataille où il avait défié la mort, bien plus noble que cet officier ivre de pouvoir. Liam Drake, le jeune partenaire de Kane, sentit une fissure dans sa certitude. « Victor, et s'il disait la vérité ?» murmura-t-il, troublé par la posture d'Idriss, droite malgré l'outrage. Kane balaya l'objection d'un ricanement. « La vérité? Ce type n'est qu'un menteur qui veut jouer les victimes. » Mais Idriss, imperturbable, murmura « Vous regretterez chaque mot. » Sa voix, basse et tranchante, portait une menace sourde, comme l'annonce d'une tempête. Dehors, la foule grossissait, alertée par la vidéo de Nia, désormais virale. Des pancartes dénonçaient le racisme policier et des cris fusaient « Libérez-le !» Un jeune activiste, Malik, diffusa un direct sur les réseaux sociaux, sa voix brisée par l'indignation. « Cet homme est un vétéran, et il le traite comme un criminel à cause de sa peau. » Ce soulèvement spontané fit trembler les vitres du café, amplifiant l'enjeu de l'incident. Un détail dramatique ajouta une tension insoutenable. Une vieille femme, Mama Rosa, figure respectée de Trémé, se leva de sa chaise, sa canne frappant le sol. « Vous osez salir un homme qui a servi ?» lança-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Mon fils était soldat, et vous l'avez laissé mourir dans l'oubli. » Son cri, chargé de douleur, fit vaciller Kane, qui, pour la première fois, sentit la foule se retourner contre lui. Mama Rosa, défiant la peur, rejoignit Nia pour filmer, leur téléphone capturant chaque instant de l'injustice.
Cette alliance improbable, une serveuse, un musicien, une aînée, tissa un filet de résistance qui enserra Kane, le forçant à accélérer pour fuir la colère grandissante. Dans la voiture de patrouille, l'air était irrespirable. Kane, au volant, continuait ses provocations. T'as appris à parler comme ça dans les bas-fonds, hein? Liam, à l'arrière avec Idriss, fixait le sol, rongé par le doute. Idriss, menotté, regardait les rues de Trémé défiler, chaque bâtiment lui rappelant une nation qu'il avait défendue, mais qu'il avait trahie. J'ai droit à un appel, déclara-t-il, sa voix coupante comme une lame. Kane ricana. Un appel? Tu te crois dans un film? Tu parleras au poste si t'as de la chance? Mais Liam, sentant une tension inexplicable, insista. Laisse-le appeler, Victor. Ça ne coûte rien. Idriss, impassible, savait que cet appel serait l'étincelle d'une révolution. La foule dehors, désormais des centaines de personnes, scandait son nom, leurs pancartes illuminées par les flashs des caméras. Un journaliste local, alerté par le direct de Malik, décrivit la scène comme un scandale racial qui secoue la Nouvelle-Orléans. Alors que la voiture s'éloignait, un adolescent, Jamal, courut derrière, criant « On ne vous laissera pas faire !» Sa voix, portée par la foule, résonna comme un serment. Idriss, malgré les menottes, sentit une lueur d'espoir. Sa colère, canalisée par des années de résilience, n'était plus seulement personnelle, elle devenait collective. Il n'avait pas combattu en Afghanistan pour se taire face à l'injustice. La vidéo de Nia, relayée par Mama Rosa et Malik, enflammait les réseaux, attirant l'attention nationale. Kane, inconscient de la tempête qu'il avait déclenchée, conduisait vers le commissariat. Mais Idriss savait que la vérité de son passé héroïque était sur le point d'éclater, comme une grenade prête à tout balayer. Alors que les ombres du crépuscule s'étendaient sur Trémé, où les rues résonnaient encore des cris de la foule indignée, Idriss Zeyn, menotté à l'arrière d'une voiture de patrouille, portait en lui une colère aussi vieille que ses cicatrices de guerre. Le véhicule roulait vers le commissariat central de la Nouvelle-Orléans, chaque secousse ravivant la douleur des menottes mordant ses poignets. Victor Kane, au volant, continuait ses provocations racistes, sa voix dégoulinante de mépris. « Alors, tu vas appeler qui? Ta bande des rues ?» Liam Drake, à l'arrière, gardait les yeux rivés sur le sol, troublé par la dignité stoïque d'Idriss, qui contrastait avec l'arrogance de son partenaire. Dehors, la foule grossissait, leurs pancartes dénonçant l'injustice, tandis que la vidéo de Nia, devenue virale, enflammait les réseaux sociaux. Mais dans l'habitacle étouffant, Idriss n'était pas un symbole. Il était un homme, un héros trahi, prêt à faire éclater une vérité que Kane ne pouvait imaginer. Idriss, le regard fixé sur les lumières vacillantes de Trémé, brisa le silence d'une voix grave, presque spectrale. « J'ai droit à un appel. » Kane éclata d'un rire rauque. « Un appel? Tu crois que t'es dans un film de Hollywood? Tu parleras au poste si t'as de la chance. » Mais Liam, sentant une tension palpable, murmura « Victor, laisse-le appeler. Ça ne change rien. » Kane, irrité, haussa les épaules, mais l'assurance d'Idriss, comme une lame invisible, instillait un doute. Arrivé au commissariat, un bâtiment gris aux allures de forteresse, Idriss fut conduit dans une salle d'interrogatoire austère, éclairée par une lumière blafarde. Les murs froids semblaient absorber tout espoir, mais Idriss, assis, les poignets rougis par les menottes, restait droit, comme un soldat face à l'ennemi. Kane, appuyé contre la porte, lança un téléphone sur la table avec un rictus. « Vas-y, appelle ton sauveur imaginaire. » Idriss, ignorant l'insulte, saisit le combiné, ses doigts tremblants non de peur, mais d'une rage contenue, forgée par des années de mépris. Il composa un numéro gravé dans sa mémoire, chaque chiffre un rappel des champs de bataille où il avait risqué sa vie. Après 3 sonneries, une voix ferme répondit « Bureau du général Cassian Holt. » Idriss redressa les épaules, sa posture retrouvant l'éclat d'un combattant. « Sergent Idriss Zeyn, code 17KZ, je dois parler au général immédiatement. » Un silence tendu s'installa. Kane, roulant des yeux, ricana. « Tu joues bien la comédie, l'ami. » Liam, cependant, observait Idriss avec une curiosité croissante, sentant que quelque chose d'inéluctable se tramait. Après 20 secondes d'attente, une voix grave et autoritaire résonna. « Zeyn, où es-tu » Idriss répondit, son ton glacial. « Commissariat central, la Nouvelle-Orléans. Ils m'ont arrêté pour avoir porté mon propre uniforme. » À l'autre bout du fil,
Il n'y eut ni hésitation ni surprise, seulement une directive claire. Ne dis rien, je suis là dans 10 minutes. La communication s'interrompit abruptement. Idriss reposa le combiné, ses yeux fixant Kane, avec une intensité qui fit vaciller l'officier pour la première fois. Vous venez de signer votre arrêt, murmura Idriss, sa voix empreinte d'une menace sourde. Kane, déstabilisé mais refusant de l'admettre, aboya. T'es fini, tu m'entends? Ton général de pacotille ne changera rien. Mais Liam, troublé, sentit un frisson glacé. Et si Idriss disait vrai? Dehors, la foule, désormais des centaines de personnes, scandait « Justice pour Idriss », leur voix amplifiée par les haut-parleurs improvisés d'un groupe d'activistes. Un rebondissement inattendu ajouta une tension dramatique. Une journaliste indépendante, Zora, alertée par la vidéo de Nia, s'était infiltrée près du commissariat, micro en main. Elle diffusait en direct sur une plateforme locale, décrivant l'arrestation comme un « scandale raciste qui expose la brutalité policière ». Sa voix, relayée par les réseaux, attira l'attention nationale, et des manifestants affluaient, bloquant les rues adjacentes. À l'intérieur, un officier subalterne, nerveux, entra dans la salle et murmura à Kane. « Il y a du monde dehors. Et les médias. On doit faire vite. » Kane, furieux, frappa la table. « Qu'ils aillent au diable. Ce type n'est rien. » Mais Idriss, immobile, esquissa un sourire amer. Il savait que l'appel à Cassian Holt n'était pas une simple requête. C'était une bombe à retardement. Alors que Kane continuait ses provocations, un détail poignant intensifia la scène. Idriss, en posant le combiné, fit tomber une petite photo froissée de sa poche. C'était une image de lui, jeune soldat, aux côtés de camarades en Afghanistan, tous souriants. Liam, ramassant la photo, sentit une boule dans la gorge. « C'est toi ?» murmura-t-il. Idriss hocha la tête, son regard perçant. « Oui. Et vous m'avez traité comme un voleur. » Ce moment, chargé de honte pour Liam, fissura l'arrogance de la pièce. Kane, agacé, arracha la photo des mains de Liam. « Ça prouve rien. » Mais l'image, comme un témoin muet, pesait lourd dans l'air. Dehors, un jeune musicien de rue, inspiré par Ézéchiel, joua un air funèbre sur son saxophone, un lamento pour l'honneur bafoué d'Idriss. La foule, galvanisée, répondit par des cris plus forts, leurs pancartes illuminées par les flashs des caméras. Zora, en direct, déclara « Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est un appel à revoir comment nous traitons nos héros. » Idriss, dans la salle d'interrogatoire, ignorait l'agitation extérieure, mais il sentait la vérité approcher, portée par l'homme qui l'avait sauvé des flammes de la guerre. Kane, inconscient de la tempête imminente, continuait de fanfaronner, mais Idriss savait que l'arrivée de Holt allait tout changer. Dans l'ombre oppressante du commissariat central de la Nouvelle-Orléans, où les murs gris semblaient absorber toute lumière, Idriss Zeyn, toujours menotté, attendait dans une salle d'interrogatoire. La colère qui bouillonnait en lui n'était pas seulement celle d'un homme humilié, mais celle d'un héros trahi par la nation qui l'avait servi. Dehors, la foule de Trémé, désormais un raz-de-marée de voix indignées, scandait son nom, leurs pancartes illuminées par les flashs des caméras. La vidéo de Nia, devenue un cri de ralliement, continuait d'enflammer les réseaux sociaux, tandis que la journaliste Zora, en direct, dénonçait l'injustice raciale qui frappait Idriss. Mais dans cette pièce froide, sous la lumière blafarde, Idriss était seul avec ses souvenirs. Des éclats d'un passé héroïque que Victor Kane, avec son mépris raciste, avait tenté de réduire à néant. Chaque mot de Kane, chaque insulte, ravivait une blessure ancienne, celle d'un homme dont les sacrifices avaient été ensevelis sous l'oubli et le préjugé. Idriss Zeyn avait rejoint l'armée américaine en 2004, à l'âge de 20 ans, poussé par un idéalisme brûlant après les attentats du 11 septembre. Né dans un quartier pauvre de Trémé, où la musique jazz berçait les rêves brisés, il voyait dans l'uniforme une chance de transcender son origine afro-américaine, souvent stigmatisée. Son courage et ses compétences l'avaient rapidement propulsé dans les rangs des forces spéciales, une élite où la bravoure éclipsait la couleur de la peau. En 2010, lors d'une mission périlleuse en Afghanistan, dans l'opération Tempête d'acier, Idriss s'était illustré avec une audace légendaire. Sous un déluge de balles ennemies, il avait sauvé le colonel Cassian Holt, alors commandant, et 12 de ses camarades. Blessé par une balle dans la cuisse, il avait rampé sur 500 mètres de terrain rocailleux, traînant Holt inconscient sous un feu nourri,
refusant de céder à la douleur ou à la mort. Cette nuit-là, il avait reçu la médaille d'honneur, une distinction rare, mais les honneurs s'étaient vite éteints, relégués aux archives poussiéreuses de l'armée. Ce passé glorieux, incarné par le manteau déchiré qui gisait désormais au sol, contrastait cruellement avec l'indignité de sa situation actuelle. Dans la salle d'interrogatoire, Idriss serrait les poings, ses poignets marqués par les menottes. Chaque ricanement de Kane, chaque accusation de voleur ou de menteur, était une gifle contre l'honneur qu'il avait défendu au prix de son sang. Kane, toujours posté près de la porte, continuait ses provocations. « Alors, ton général va venir te sauver, héros de pacotille ?» Idriss, impassible, répondit d'une voix basse mais tranchante. « Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai fait pour ce pays. Vous n'êtes qu'un pion dans un jeu qui vous dépasse. » Liam Drake, rongé par le doute, baissa les yeux, hanté par la photo d'Idriss en uniforme qu'il avait vu tomber, un vestige d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Un rebondissement dramatique intensifia la tension. Un officier subalterne, nerveux, entra précipitamment, tenant un dossier militaire scellé. « Monsieur, on a reçu un fax urgent du Pentagone », balbutia-t-il, jetant un regard inquiet à Idriss. Le dossier, marqué d'un sceau confidentiel, portait le nom d'Idriss Zeyn et une liste de décorations militaires. Kane, incrédule, arracha le document des mains de l'officier, ses yeux parcourant les lignes avec une fureur croissante. « C'est une blague !» s'écria-t-il, mais son ton trahissait une peur naissante. Idriss, immobile, esquissa un sourire amer. « Lisez bien. Vous comprendrez pourquoi vous avez tort. » Ce dossier, exhumé par l'appel à Holt, était la preuve irréfutable de son héroïsme, un coup de tonnerre qui menaçait de faire s'écrouler l'arrogance de Kane. Dehors, la foule, galvanisée par les directs de Zora, avait attiré des figures locales influentes. Un pasteur de Trémé, le révérend Amos, s'adressa aux manifestants, sa voix tonnant comme un sermon. « Cet homme a servi notre pays, et nous le traitons comme un criminel à cause de sa peau. Nous ne nous tairons pas. » Sa présence, relayée par les médias, transforma l'incident en un mouvement pour la justice raciale. À l'intérieur, Liam, bouleversé par le dossier, murmura à Idriss. « Pourquoi vous n'avez rien dit avant ?» Idriss, le regard dur, répondit « Parce que je ne devrais pas avoir à prouver qui je suis. » Ces mots, chargés de douleur et de colère, firent taire Liam, qui sentit le poids de sa complicité. Un détail poignant ajouta une profondeur émotionnelle. Un jeune officier, Jamal, d'origine afro-américaine, entra dans la salle, tenant une vieille médaille militaire trouvée dans les archives du commissariat. « Monsieur Zeyn, est-ce à vous ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Idriss reconnut la médaille, un souvenir de ses camarades tombés en Afghanistan. « Oui », murmura-t-il, ses yeux s'embuant pour la première fois. Ce moment, où l'honneur d'Idriss ressurgissait des ombres, fit vaciller Kane, dont l'arrogance s'effritait face à la vérité. Dehors, un musicien de rue, inspiré par le révérend Amos, joua un air de blues déchirant, un écho de la lutte d'Idriss qui résonna dans tout Trémé. Kane, acculé, tenta de reprendre le contrôle. « Ça change rien, tu restes un suspect. » Mais ces mots sonnaient creux, noyés par le grondement de la foule et l'arrivée imminente de Cassian Holt. Idriss, toujours menotté, sentit une lueur d'espoir percer sa colère. Il n'avait pas survécu au champ de bataille pour être brisé par un officier raciste. La vérité de son passé, désormais exhumée, était une arme plus puissante que les menottes ou les insultes. La salle d'interrogatoire, autrefois un cachot, devenait le théâtre d'une justice imminente, portée par un homme dont le courage avait défié l'oubli. Alors que la nuit enveloppait Trémé d'un voile d'encre, les échos des cris de la foule s'estompèrent doucement. Mais la colère d'Idriss Zeyn, toujours enfermé dans la salle d'interrogatoire du commissariat central de la Nouvelle-Orléans, brûlait comme un feu inextinguible. Les menottes, bien que relâchées après l'arrivée du dossier militaire, avaient laissé des marques rouges sur ses poignets, symbole d'une injustice raciale qui pesait sur lui depuis des années. Dehors, les manifestants, galvanisés par le révérend Amos et la journaliste Zora, continuaient de scander son nom, leur voix portée par un vent chargé de révolte. Mais dans cette pièce austère, sous la lumière crue, Idriss était seul avec les ombres de son passé, des blessures invisibles que ni les médailles ni les honneurs n'avaient su guérir. Chaque insulte raciste de Victor Kane, chaque regard méprisant des passants de Trémé, ravivait une douleur profonde, celle d'un héros abandonné par une société qui le jugeait sur sa peau avant ses actes.
Idriss Zeyn avait quitté l'armée en 2018, après 14 ans de service, portant les stigmates d'un trouble de stress post-traumatique, TSPT, qui le hantait comme un ennemi invisible. À Trémé, où il était revenu chercher un semblant de foyer, il n'avait trouvé que rejet et indifférence. Les cauchemars le réveillaient chaque nuit. Explosions, cris, visages de camarades tombés en Afghanistan. Les hôpitaux militaires, débordés, lui avaient offert des consultations sporadiques, des pilules inefficaces et un renvoi brutal vers un monde qui ne voulait pas de lui. Les employeurs, voyant son nom afro-américain et ses crises d'angoisse, lui fermèrent leurs portes. On n'a pas besoin de problèmes ici, lui avait-on dit dans un entrepôt où il postulait comme manutentionnaire. Même sa famille, dépassée par ses silences et ses nuits agitées, s'était éloignée. Sa sœur, Maya, avait tenté de l'aider, mais ses propres luttes l'avaient éloigné, laissant Idriss seul avec son manteau militaire comme unique rempart contre l'oubli. Dans la salle d'interrogatoire, Idriss fixait le sol, ses poings serrés contenant une rage qui menaçait d'exploser. Kane, toujours présent, continuait ses provocations. Alors, héros, t'as rien à dire? T'es juste un clochard qui joue les victimes. Chaque mot, teinté de racisme, était une étincelle sur un baril de poudre. Idriss, levant les yeux, répondit d'une voix basse mais vibrante de colère. Vous parlez d'un pays que j'ai défendu, pendant que vous jugiez des hommes comme moi sans les connaître. Liam Drake, rongé par la culpabilité, baissa le regard, hanté par la médaille qu'il avait vue, un vestige de l'héroïsme d'Idriss que Kane refusait d'admettre. La vérité, exposée par le dossier du Pentagone, pesait comme une condamnation sur l'officier arrogant. Un rebondissement dramatique amplifia la tension. Un jeune officier, Jamal, revint dans la salle tenant une lettre jaunie trouvée dans les archives militaires. « Monsieur Zeyn, c'est une lettre de votre camarade, mort en Afghanistan », murmura-t-il, la voix brisée. La lettre, écrite par un soldat nommé Isaiah, remerciait Idriss pour l'avoir sauvé avant sa chute finale. « Tu es notre frère, notre héros », lisait-elle. Idriss, touchant le papier, sentit une larme couler, non de tristesse, mais d'une fureur contenue contre un système qui l'avait laissé sombrer. « Vous lisez ça, et vous osez me traiter de voleur ?» lança-t-il à Kane, sa voix tonnant comme un orage. Kane, déstabilisé, balbutia. « Ça prouve rien. » Mais la lettre, comme un cri du passé, fissura son assurance. Dehors, la foule, renforcée par des artistes de Trémé, avait transformé la manifestation en un hommage vibrant. Une chanteuse de gospel, Sister Lena, entonna un chant de liberté, sa voix s'élevant au-dessus des pancartes, un appel à l'unité contre l'injustice raciale. Zora, en direct, décrivit la scène. Idriss Zeyn n'est pas seul. Trémé se lève pour lui. À l'intérieur, Liam, bouleversé par la lettre, murmura « Comment vous avez tenu après tout ça ?» Idriss, le regard dur, répondit « Parce que je refuse de laisser des hommes comme lui me briser. » Ces mots, chargés de défis, firent taire la pièce, tandis que Kane, acculé, sentait son autorité s'effriter. Un détail poignant ajouta une profondeur émotionnelle. Une vieille femme, Tante Marie, figure respectée de Trémé, s'était frayé un chemin jusqu'au commissariat, portant un drapeau américain plié, celui de son fils, un vétéran mort dans l'oubli. Elle l'offrit à Idriss à travers un officier, avec un message « C'est pour toi, fils, tu mérites mieux ». Ce geste, relayé par Zora, électrisa la foule, qui scanda plus fort. « Honneur à Idriss ». Idriss, tenant le drapeau, sentit sa colère se muer en une force nouvelle, non plus destructrice, mais résolue à réclamer justice. Le racisme qu'il avait subi, les insultes dans les rues, les portes fermées, les regards méprisants, n'étaient pas isolés. C'était un système qui broyait les héros comme lui. Kane, tentant de reprendre le contrôle, aboya « Ça change rien, t'es toujours un suspect ». Mais ces mots étaient en vide, noyés par le tumulte extérieur et l'imminence de l'arrivée de Cassian Holt. Idriss, libéré des menottes mais enchaîné par des années de rejet, savait que sa lutte ne concernait pas seulement lui. Il représentait tous ceux que la société avait abandonnés, jugés sur leur peau plutôt que sur leurs actes. La lettre d'Isaiah, le drapeau de Tante Marie et les chants de Sister Lena étaient des armes plus puissantes que les provocations de Kane. Dans cette salle, Idriss n'était plus un prisonnier. Il était un phare, prêt à illuminer les ténèbres de l'injustice. Alors que l'aube perçait les cieux de Trémé, baignant les rues d'une lumière dorée,
le commissariat central de la Nouvelle-Orléans devint l'épicentre d'une tempête d'indignation. Dehors, une foule de milliers de personnes, unies par la colère et la solidarité, faisait trembler les pavés avec des pancartes proclamant « Justice pour Idriss » et « Non au racisme ». La vidéo de Nia, devenue un étendard de révolte, tournait en boucle sur les écrans, tandis que la journaliste Zora, en direct, dénonçait l'arrestation comme un « scandale racial national ». À l'intérieur, l'arrivée soudaine du général Cassian Holt, escorté par une unité militaire en uniforme noir, fit l'effet d'un coup de tonnerre. Idriss Zeyn, libéré de ses menottes par un officier tremblant, se tenait dans le hall, son manteau déchiré drapé sur ses épaules comme un symbole de résistance. Victor Kane, blême, tentait de se justifier, ses mots s'effondrant sous le poids de sa faute. Liam Drake, rongé par la honte, évitait le regard d'Idriss, conscient que leur erreur avait déclenché un ouragan irrépressible. Cassian Holt, un homme imposant au visage marqué par des années de commandement, s'avança vers Idriss, ignorant Kane et Drake. « Sergent Zeyn, déclara-t-il d'une voix qui imposa le silence, « au nom de l'armée des États-Unis, je vous présente des excuses officielles. Vous avez été traité comme un criminel à cause de votre couleur de peau, et cela est une trahison de tout ce pourquoi vous avez combattu. » Ces mots, prononcés devant les officiers et les caméras infiltrées, résonnèrent comme une condamnation du système. Holt ordonna la suspension immédiate de Kane pour abus de pouvoir et conduite discriminatoire. « Vous avez déshonoré l'uniforme que vous portez », lança-t-il à Kane, dont le visage s'effondra sous une humiliation cuisante. Liam, bouleversé, murmura un « Je suis désolé » à Idriss, mais ce dernier, encore vibrant de colère, ne répondit pas. Sa rage n'était pas dirigée contre Liam seul, mais contre une société qu'il avait jugée sur sa peau, qu'il avait laissé errer dans les rues après qu'il eut risqué sa vie pour elle. Un rebondissement dramatique amplifia la tension. Alors que Holt escortait Idriss hors du commissariat, une femme, Aïcha, la sœur d'un camarade d'Idriss tué en Afghanistan, se fraya un chemin à travers la foule. Les larmes aux yeux, elle brandit une médaille militaire, celle de son frère, et cria « Idriss a sauvé mon frère avant qu'il ne tombe. C'est un héros, pas un paria. » Son témoignage capturé par les caméras de Zora fit taire la foule un instant avant qu'une clameur assourdissante n'éclate, scandant le nom d'Idriss. Ce moment, chargé d'émotions brutes, transforma Idriss en un symbole vivant de résilience face à l'injustice raciale. La vidéo d'Aïcha, relayée sur les réseaux, devint un appel à l'action, incitant des milliers de personnes à rejoindre le mouvement pour la justice. À l'intérieur, Ken, acculé, tenta de protester. « C'est une erreur, j'ai suivi le protocole. » Mais Holt, implacable, le coupa. « Votre protocole a piétiné l'honneur d'un homme qui a sauvé des vies. Vous répondrez de vos actes. » La foule dehors, désormais un océan de voix, entonna un chant gospel mené par Sister Lena, un hymne à la liberté qui vibra jusqu'au mur du commissariat. Zora, en direct, déclara « Ce n'est pas seulement une arrestation injuste, c'est un réveil pour l'Amérique. » Idriss, libéré, fut conduit à une base militaire à Barksdale, où il reçut des soins médicaux d'urgence pour son TSPT et une pension rétroactive. Mais sa colère restait vive. Il ne voulait pas de réparation superficielle. Il exigeait que la société reconnaisse ses torts, non seulement envers lui, mais envers tous les vétérans marginalisés, en particulier ceux d'origine afro-américaine, écrasés par le racisme systémique. Un détail poignant ajouta une profondeur émotionnelle. Une jeune recrue militaire, Malik, d'origine afro-américaine, s'approcha d'Idriss à la base, tenant une photo de son père, un vétéran lui aussi oublié. « Vous m'avez donné l'espoir que mon père n'est pas mort en vain », murmura-t-il, les yeux humides. Ce geste, simple mais puissant, rappela à Idriss que sa lutte transcendait sa propre douleur. Elle portait les espoirs d'une communauté entière. Dehors, le révérend Amos organisa une veillée aux chandelles devant le commissariat, où des centaines de personnes déposèrent des fleurs pour honneur Idriss et tous les vétérans abandonnés. Cette veillée, relayée par les médias, devint un symbole national de rédemption. Kane, suspendu sans solde, fut convoqué pour une enquête disciplinaire, tandis que Liam, profondément changé, rédigea une lettre publique à Idriss, s'engageant à travailler avec des associations de vétérans pour prévenir de futures injustices. Mais Idriss, dans une salle de réunion à la base, prit la parole devant des officiers, sa voix tremblante de rage contenue. « J'ai combattu pour ce pays, et vous m'avez traité comme un déchet à cause de ma peau.
Combien d'autres comme moi dorment sous les ponts pendant que vous détournez le regard? Ces mots, comme un coup de fouet, firent baisser les têtes, même celles de Holt. La vérité d'Idriss, portée par son passé héroïque et sa douleur, était une arme plus puissante que les excuses ou les médailles. Le scandale, amplifié par la foule, les médias et la veillée, força les autorités à lancer une enquête sur les pratiques policières, avec un accent sur la lutte contre le racisme. Idriss, désormais libre, savait que sa lutte ne faisait que commencer, un combat pour que plus aucun héros ne soit oublié. Alors que le soleil inondait Tremé d'une lumière éclatante, les rues de la Nouvelle-Orléans vibraient d'une énergie nouvelle, portée par le cri de justice pour Idriss Zeyn. Après l'intervention fracassante du général Cassian Holt, le commissariat central, autrefois un bastion d'arrogance, était devenu le symbole d'un système ébranlé. La foule, encore vibrante de colère, s'était dispersée, mais les pancartes « Justice pour Idriss » restaient plantées comme des étendards de révolte. La vidéo de Nia, amplifiée par Zora, continuait de secouer les consciences, tandis que les chants gospel de Sister Lena résonnaient dans les cœurs. Idriss, désormais libre, portait toujours son manteau déchiré, non plus comme un fardeau, mais comme un manifeste de résilience. Sa rage, canalisée par des années d'injustice raciale, s'était muée en une force de changement, prête à redessiner l'avenir des vétérans oubliés. Dans une salle communautaire de Trémé, Idriss, désormais conseiller pour le programme Zeyn Haven, s'adressa à une foule de vétérans et d'activistes. « J'ai saigné pour ce pays », lança-t-il, sa voix tremblante de colère contenue, « et on m'a traité comme un criminel à cause de ma peau. Combien d'autres dorment dans les rues pendant que nous détournons les yeux ?» Ces mots, comme des flammes, attisèrent une indignation collective. Une jeune vétérane, Zara, se leva, les larmes aux yeux. « Vous nous donnez le courage de ne pas abandonner. » Ce moment, capturé par Zora, devint viral, transformant Idriss en un phare pour les marginalisés. Le programme Zeyn Haven, financé par des dons communautaires, offrit des refuges, des soins psychologiques et des formations à des dizaines de vétérans sans abri, brisant le cycle de l'oubli. Un rebondissement dramatique ajouta une tension vibrante. Un officier repenti, Liam Drake, rejoignit le programme, confessant publiquement sa honte. « J'ai cédé à la peur et aux préjugés », déclara-t-il, la voix brisée, devant une foule silencieuse. Idriss m'a appris à voir l'humain avant l'uniforme. Ce geste, relayé par les médias, força une réforme policière. Des formations contre le racisme furent imposées à la Nouvelle-Orléans. Victor Kane, suspendu, sombra dans l'oubli, tandis que le révérend Amos organisa une marche pour honorer Idriss, réunissant des milliers de personnes. Un détail poignant scella l'impact. Un enfant de Trémé, inspiré par Idriss, dessina un portrait de lui en héros, affiché dans le café Moonlie Refuge, un symbole d'espoir. Idriss, refusant la gloire, continua d'écouter les vétérans, sa colère transformée en un combat pour la dignité. Si cette lutte vous inspire, partagez ce récit et restez pour voir comment Idriss a changé des vies.